Donc, je suis Pierre Sicard, je suis chercheur à CRIST, à Sophia Antipolis, et je travaille sur les impacts de la pollution de l'air et du changement climatique sur les écosystèmes forestiers et sur le rôle de l'arbre en ville, sur la qualité de l'air en ville. Donc, comme vous pouvez le savoir, la pollution de l'air est un problème majeur et de santé publique, ayant causé approximativement la mort de 4 millions de personnes dans le monde pour l'année 2019. En ville, la population est exposée à plus de 200 classes de polluants, un cocktail de polluants atmosphériques, dont les plus néfastes pour la santé humaine, les écosystèmes et la biodiversité en général sont l'ozone troposphérique, les particules fines, les PM2,5, et le dioxyde d'azote émis principalement par le trafic routier. D'ici 2050, des projections montrent que la pollution de l'air extérieur pourrait causer la mort de plus de 6 millions de personnes. Les arbres les arbres en ville et les arbres en général produisent des bénéfices, ce qu'on appelle des services écosystémiques, des bénéfices sociaux et environnementaux, par exemple avec une réduction ou non de la pollution de l'air, une atténuation du phénomène d'îlots de chaleur urbain, mais aussi une amélioration de la biodiversité, aussi bien biodiversité du sol que la faune et la flore, et des avantages récréatifs, esthétiques, ayant un impact sur le bien-être des citoyens. À partir surtout de l'été 2019, où on a eu 2 vagues de chaleur successives, des pics de pollution, et à l'approche initialement des municipales qui étaient prévues en mars 2020, il y a eu énormément dans les programmes des candidats, des stratégies de revégétalisation. Alors, à la suite, il y a eu la crise Covid qui a montré l'importance des espaces verts en ville. Et depuis, en fait, on a les gouvernements et les autorités locales ont lancé des stratégies de revégétalisation massive avec, par exemple, 100 000 arbres plantés par an à Chypre, 1 milliard d'arbres annoncés par le président Macron plantés d'ici 2032 en France, 10 milliards en Arabie Saoudite, 40 milliards au Moyen-Orient. Alors, le message important, c'est que tous les arbres sont bons pour l'homme, mais tous les arbres ne sont pas bons pour la qualité de l'air. Et c'est ce message qui est important et que nous étudions. Donc, suite à ces vagues de chaleur, ces pics de pollution et à la crise Covid, l'Europe a lancé des stratégies, donc des directives européennes qui demandent, par exemple, dans la stratégie biodiversité à horizon 2030, aux villes de plus de 20 000 habitants de produire un plan de verdissement ambitieux et approprié. Depuis cette année, il y a une régulation, une directive européenne qui a été lancée, qui va être communiquée aux municipalités. C'est la nouvelle régulation 2024-1991 sur la restauration de la nature, qui demande aux villes, aux municipalités de ne pas avoir de perte d'espace vert d'ici fin décembre 2030 et à partir du 1er janvier 2031 qui va demander une augmentation des espaces verts en ville avec un suivi tous les 6 ans. Donc, les municipalités et les urbanismes ont donc besoin, pour répondre à ces directives européennes, d'un inventaire complet, c'est-à-dire le nombre, l'espèce, la hauteur, des arbres publics et privés. Ce qui est très important, c'est de connaître les arbres privés. Dans les études, on a montré que plus de 80% des arbres étaient sur le domaine privé. Avoir une quantification réaliste de la capacité du patrimoine arboré à diminuer ou non la pollution de l'air, à séquestrer le CO2, le stock carbone, à l'échelle d'une ville, et afin aussi de produire des recommandations pour les politiques de plantation. Par exemple, quelle espèce vous devez planter, où les planter et combien, pour avoir un air plus sain en ville. Donc, pour répondre à cette problématique, nous avons établi via une nouvelle approche basée sur le satellite, sur une classification des objets,
on a prototypé ces algorithmes sur 5 villes avec divers types d'habitats, des conditions climatiques et surtout des conditions qualité de l'air différentes afin d'avoir un panel plus important. Sur la ville de Valencia, où la problématique est plus celle de l'ozone et des températures, le sud-est de la France, Aix-en-Provence, à Florence, à Bucarest, où la grosse problématique, c'est les particules fines et le dioxyde d'azote, et la ville en Lituanie, Kaunas, où quand même on a une qualité de vie meilleure. Pour ça, on a utilisé des images Pléiades à 50 cm de résolution, 8 bandes spectrales avec des caractéristiques texturales, les caractéristiques araliques, une classification random forest et une validation sur le terrain. Donc, on a développé des outils géospatiaux pour détecter, classer et cartographier les arbres individuels, publics et privés, et les espaces verts, cartographier la capacité des arbres à réduire ou non la pollution, l'impact du patrimoine arboré sur la qualité de l'air, cartographier la conformité à la règle 330-300, je vous en parlerai, les îlots de chaleur aussi, et les zones disponibles pour la revégétalisation. Donc ça, c'est un schéma montrant l'approche utilisée. Donc on utilise des images à très haute résolution Pléiade. On fait une correction atmosphérique du pan sharpening, un masque NDVI afin de dissocier les zones végétalisées des zones non végétalisées, une segmentation et ensuite l'utilisation des signatures spectrales et texturales moyennes afin de détecter et d'aller rechercher les mêmes espèces végétales sur la ville. Tout ça en utilisant une base de données d'apprentissage qui est l'inventaire municipal. Donc, la première étape, c'est l'utilisation des images Pléiades. La période optimale pour détecter les arbres en ville, c'est juin-juillet. Parce qu'à partir de août, par exemple, dans le sud de la France, on commence à avoir une sénescence, un jaunissement du feuillage qui permet une moins bonne détection des espèces végétales. Et avant, c'est trop tôt, le feuillage n'est pas assez dense. Donc, juin-juillet, c'est une bonne période. On fait un masquage donc, par palier en utilisant le NGVI. Donc, approximativement, par exemple, à Aix-en-Provence, on a utilisé un seuil de 0,40. Alors, en dessus, ce sont des zones végétalisées. En dessous, on élimine tout ce qui est bâtiment, trottoir, etc. La segmentation, donc, c'est l'algorithme de croissance de région qui permet de détecter, de délimiter la canopée des arbres, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on utilise l'inventaire municipal comme base d'apprentissage. Donc, pour chaque arbre, on a la localisation de l'arbre, on sait quelle espèce c'est, et à partir de là, on arrive à faire une signature donc, spectrale et texturale. Donc, pour les caractéristiques texturales, c'est les caractéristiques araliques. Donc, c'est tout ce qui est homogénéité, anisotropie, par exemple. Et ensuite, on prend en moyenne 30-40 espèces, arbres par espèce, pour faire une signature moyenne. Et ensuite, on va extrapoler, on va rechercher les mêmes signatures sur toute l'image. On a besoin aussi, donc on peut calculer par tristéréoscopie la hauteur des arbres. Donc pour chaque arbre, on définit un pic, c'est la hauteur maximale de l'arbre, et un pic égale un arbre. Ensuite, on peut calculer via le modèle de surface et le modèle de terrain la hauteur de canopée. On a, après validation, une précision de l'ordre de 60 à 80 cm pour des arbres en ville. Donc ensuite, quand on a la signature texturale et spectrale, on extrapole et on arrive à reconnaître exactement les espèces, ce qui est très important. Il ne faut pas connaître uniquement le pourcentage de couverts arborés en ville, c'est un paramètre important, mais le paramètre le plus important, c'est l'espèce, parce que chaque espèce n'a pas le même impact sur la qualité de l'air.
Donc, avec une précision de plus de 90%, on arrive à définir les espèces dominantes en ville. Donc là, je fais par exemple un zoom sur la ville, le sud-est de la ville d'Aix-en-Provence. On a pour chaque canopée associé une espèce. Et on arrive aussi à distinguer ben, les pelouses synthétiques. Par exemple, sur l'image, sur votre droite, vous avez en haut un stade de rugby avec de la pelouse. Et au sud, c'est un terrain de basket avec une pelouse synthétique qui n'est pas détectée et qui permet de l'enlever, par exemple, quand on calcule le pourcentage de couvert, de green cover. À échelle donc de l'image satellite, on arrive à cartographier le couvert forestier, le couvert végétalisé. Donc ensuite, on arrive, donc on a l'espèce, on a le nombre de canopées du fait de cette classification basée sur l'objet. Et on peut établir un inventaire complet que l'on peut fournir aux municipalités avec le nombre d'arbres et l'espèce associée. Sur la zone d'études à Aix-en-Provence, donc on a étudié à Aix-en-Provence, à Valencia, à Bucarest, à Kaunas et à Florence. Sur la ville d'Aix-en-Provence, on a 32 000 arbres publics gérés par les municipalités et au total, on a 414 000 arbres qui ont été détectés, arbres individuels. 85% des arbres sont sur le domaine privé. La zone végétalisée approche les 40% avec les espèces les plus courantes qui sont le pin, le mini-coucoulier, le platane, les érables. Donc ensuite, quand on a cet inventaire complet des arbres, du patrimoine arboré, pour établir des plans de revégétalisation ambitieux et appropriés, eh bien, il faut connaître l'impact de chaque espèce sur la qualité de l'air. Donc, quelles espèces végétales sont les plus appropriées pour améliorer la qualité de l'air? Donc, pour les polluants gazeux et particulaires, vous avez une partie qui se dépose sur les branches, les feuilles, le tronc. On arrive à estimer, à quantifier cette quantité. Pour le CO2, on arrive à calculer ce qui est le stock carbone et ce qui est séquestré. Et pour les polluants gazeux uniquement, en fait, à la surface des feuilles et des aiguilles, vous avez des stomates, c'est des pores comme vous avez à la surface de la peau, à travers desquels on a des échanges gazeux. Et on arrive à estimer selon les paramètres météo, les paramètres environnementaux, tels que l'humidité du sol, la température, le rayonnement solaire. On arrive à estimer la quantité de polluants gazeux qui rentre et qui est éliminé. En parallèle, les arbres émettent des composés organiques volatiles tels que l'isoprène et les monoterpènes. C'est ce que vous sentez quand l'eucalyptus par exemple ou les pins, c'est ce que vous arrivez à sentir comme les peintures. Avant, on faisait des peintures avec COV, maintenant on vous fait des peintures sans COV parce que ça sent plus. Et en fait, ces composés organiques volatiles sont émis naturellement par l'arbre, se combinent à d'autres polluants dans l'atmosphère et se transforment et forment des polluants secondaires tels que l'ozone. Et en fait, pour chaque espèce, il est important de quantifier ceux qui l'éliminent et ceux qui le forment. Et en fait, vous avez des espèces qui forment plus de pollution secondaire que ce qu'il élimine. Ce sont des espèces végétales non recommandées pour les stratégies de revégétalisation en ville. Et à l'inverse, vous avez des espèces végétales qui éliminent plus que ce qu'elles forment, donc ce sont des espèces recommandées. Donc à la fin, quand on a cet inventaire complet, canopé, on peut, et qu'on connaît voilà, l'espèce, sur une année, on peut estimer l'impact du patrimoine arboré sur la qualité de l'air. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, sur les particules grossières, les PM10. Sur le NO2, la quantité qui est éliminée par des grammes de dioxyde d'azote par mètre carré de canopée par an, le CO2 et l'ozone. Et en fait, vous avez des zones, les zones rouges, ce sont des zones qui forment plus que ce qu'ils éliminent. À titre d'exemple, quand vous plantez 100 chênes verts, vous rajoutez dans l'atmosphère 4 tonnes d'ozone par an. Si vous plantez 100 eucalyptus, vous rajoutez 15 tonnes d'ozone par an entre ce qu'il élimine et ce qu'il forme. Donc là, j'ai une petite vidéo que l'on peut voir.
si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Non. Voilà. Pierre, Oui. ouais, non, ça fonctionne pas. Il te Voilà. reste 2 minutes. Oui, oui, oui. Bon, alors, c'est pas Ouais. grave. Donc, alors, l'impact sur la qualité de l'air, donc, à Aix-en-Provence, voilà, on arrive à estimer à 225 tonnes éliminées d'ozone, 41 tonnes de NO2. Et en fait, on fait l'équivalent c'est plus parlant pour les municipalités, en émissions, les émissions des voitures particulières. La règle 330-300, donc en fait, la revégétalisation, on a établi cette règle, c'est que chaque citoyen doit avoir de chez lui au moins 3 arbres, vivre dans un quartier de plus de 30% de couverture arborée et vivre à moins de 300 mètres d'un espace vert de plus de 0,5 hectares. Parce qu'en fait, on a démontré qu'il y avait un impact positif sur la qualité de l'air, mais aussi sur le bien-être des citoyens et principalement sur les causes cardiovasculaires et respiratoires. Donc, on a établi une approche pour cartographier, avoir ouais, une cartographie de si la ville respecte ou non cette règle. Donc, pour la composante 3, on a besoin donc, des images Pléiades de 50 cm de résolution pour détecter les arbres individuellement. Dans un rayon de 25 mètres autour de chaque habitation, on compte le nombre d'arbres. Pour la composante 30, on utilise un buffer. Donc, autour de chaque habitation, dans un rayon de 500 mètres, on calcule le couvert canopé pour savoir si on respecte ou non ces 30%. Et la composante 300, donc on détecte les espaces publics, les espaces verts publics. Et on arrive à définir en utilisant les OpenStreetMap, GeoPanda et Python la distance entre l'entrée de chaque bâtiment et l'entrée de chaque espace vert pour voir si on respecte donc cette règle 330-300. Donc voilà, là, on représente les éléments dont on a besoin, l'espace vert, la distance entre l'entrée de chaque bâtiment et l'espace vert. Ce qui est important, vous pouvez vivre à côté d'un espace vert, mais peut-être qu'en marchant, l'entrée est à plus de 300 mètres. Donc, ça, on arrive à calculer. Et ensuite, on peut cartographier la conformité ou non de chaque bâtiment pour chaque composante et pour l'ensemble de la règle. Donc, à Aix-en-Provence, 68% des bâtiments sont conformes à la composante 3, 94% des bâtiments à la composante 30 et 27%, c'est le paramètre le plus difficile à respecter, la composante 300. Donc, pour chaque habitation et pour chaque ville, on peut fournir, grâce à l'étude des images Pléiades, cette conformité ou non à la règle 330-300, ce qui est très important pour définir les zones prioritaires où on doit revégétaliser. Donc, voilà, pour chaque bâtiment, ensuite, on peut savoir si elle respecte une ou deux composantes ou les trois composantes ou aucune. Donc là, il y avait une vidéo pareil où on peut voir là, ça fonctionne. Là, pour chaque bâtiment, si on respecte, non, en rouge, le bâtiment ne respecte aucune composante, en jaune, juste une, en orange, deux, et les vertes répondent aux trois composantes. Et en fermé, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, en conclusion, donc, pour élaborer des stratégies de verdissement efficaces, les urbanistes et les politiques ont besoin d'outils. L'approche satellitaire est une opportunité qui permet de répondre à ces attentes. Donc, qui permet aux villes d'aider à l'élaboration des plans de verdissement ambitieux, de promouvoir un urbanisme durable, améliorer la qualité de l'air, atténuer les effets des îlots de chaleur urbains, et d'identifier les zones prioritaires de verdissement. À titre d'exemple, si toutes les villes de plus de 50 000 habitants en Europe, il y en a 744, euh, augmentaient son couvert arboré de l'état actuel à 30%, il y aurait 12 000 décès prématurés en moins chaque année.
Et les programmes de plantation, on a démontré par l'étude des images que le citoyen avait le rôle majeur pour la revégétalisation des villes. Les citoyens demandent aux municipalités de planter, mais la marge de manœuvre des municipalités est restreinte pour revégétaliser parce que c'est quand on enlève les routes, les canalisations, la fibre, les espaces où planter est restreint et en fait, le citoyen a le rôle majeur pour revégétaliser. Donc, c'est très important de communiquer auprès des citoyens afin de leur fournir les éléments et quelle espèce végétale planter chez soi, par exemple. Merci beaucoup. Merci, merci à toi, Pierre. Ah, tu vas avoir beaucoup de travail hein, parce que tu as un peu dépassé et il y a beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de les prendre toutes, donc il va falloir que tu répondes à l'écrit. Ouais. Donc, comme on a encore une présentation, alors, J'ai je vais beaucoup passer en dépassé? revue. Oui, pas mal, Oui, mais c'était très intéressant, mais c'est pas grave. Une question d'Étienne, plusieurs d'ailleurs, sur la précision sur les images Pléiades et les bandes spectrales. Tu avais peut-être cité 8 bandes, c'est pas par rapport au nombre de bandes de Pléiades, enfin, peut-être des précisions à apporter sur la d'accord. partie Pléiade. D'accord. Donc, je répondrai dans le chat. Ou tu peux répondre là maintenant, on va se donner 2, 3, 4 minutes pour répondre aux Et c'est questions quoi la directes. question? La question, c'est, tu as évoqué 8 bandes spectrales pour Pléiade, alors qu'il n'y a pas 8 bandes spectrales pour Pléiade. Donc, si tu veux, tu pourras répondre par écrit D'accord. à Ah oui, cette alors ça doit question-là. être. Alors, les 8 bandes, c'est plus Worldview. C'est World, voilà, ça doit être Oui, Worldview. oui, oui, Ok, oui. très bien. Clémence En fait, Roseau, on utilise les deux, Worldview et d'accord. Pléiade. Clémence Roseau pose la question. Donc, les questions, elles sont dans le QR. Hein. Si tu ouvres Ouais, le ouais. QR, si tu ouvert, tu les vois. Quelle précision pour la détermination des espèces? 90%. Alors après, ça dépend. Vous avez des espèces végétales où on a 100%, le platane par exemple, parce qu'à Aix-en-Provence, on en a beaucoup, on a une base de données d'apprentissage importante. Des espèces telles que le magnolia, on arrive à moins parce que c'est une canopée, c'est pas du tout dense, c'est très large et donc en fait c'est plus difficile à reconnaître. Donc pour les straterbacées, on a 100%, pour voilà, ça dépend. Mais en moyenne, on est à 90%. Ok, ok. Sarah Sherigan demande une précision sur le seuil de 0,4 que tu as évoqué. Tu as évoqué un seuil de Oui, alors 0,4. ça dépend. Oui, c'est un exemple. C'est un Après, c'est exemple. à définir. Comment as-tu Au, fixé le seuil? La question précise. alors, c'est pas moi qui l'ai défini, mais en fait, ça a été, on a utilisé plusieurs seuils de 0,1 à 0,1. Et en fait, on arrivait de visu à définir si c'était un seuil adéquat ou non. Après, on a utilisé aussi la littérature, mais à Aix-en-Provence, par exemple, on est de l'ordre de 0,40. D'accord. Mais Euh, ça dépend les images, ça dépend la période. mhm, ok. Arthur Talpert te demande s'il y a des possibilités d'industrialiser cette méthode pour avoir un inventaire sur toutes les municipalités. Alors là, on est dans le cadre d'un SCO, justement, le SCO Green Space, où on prototype. Et à la fin, oui, il y a possibilité. D'accord. Le SCO, c'est le Space Climate Observatory, hein, pour ceux que ça intéresse, qui connaissent pas, sur Internet, on trouve le site web. Alexandre Vinas demande si la pipeline de classification des espèces d'arbres pourrait aussi fonctionner sur les forêts, par exemple la forêt des Landes. Ah oui, oui, oui. Alors après, nous, on utilise des très hautes résolutions en ville parce que on fait une classification, on détecte les arbres individuellement. Et il y a quand même une gamme beaucoup plus importante, une gamme végétale plus importante en ville. On étudie une forêt, on n'a pas besoin d'avoir une très haute résolution. Vous Ok, pouvez faire des groupes des catégories végétales, par exemple une forêt de pins, une forêt de chênes. Pour d'accord. la forêt des Landes, il n'y aura pas besoin d'avoir une très haute résolution. Ok. Donc, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour l'oral. OK, Tu peux par merci beaucoup. contre donc saisir une réponse. Merci à toi. Hein. Tu peux Ouais. saisir une réponse aux 7 questions qui restent dans le Q&A. D'accord, je le fais. Voilà. Et sans plus tarder, je passe la parole et j'appelle Rémi Cresson.